nous avons continué sur cette perspective, dans cette perspective-là. Et en 2016, vous pourrez toujours vérifier ça, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dans lequel j'étais avec Biram Souley Diop, les Wali Djoubodjan et Eleman et consorts, a organisé une conférence de presse pour dire basta, ça suffit. Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des redressements à coût de milliards, illégalement, Amadouba a décidé d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité ne peut, sous peine d'en être personnellement responsable, entraver le recouvrement des impôts et droits et taxes de toute nature. Il y a eu la première fois qu'il l'a fait, c'était dans un dossier de cimenterie. Vous avez même, en tant qu'agent, menacé de porter plainte. Il y a eu un récupérateur de sa part. En 2016, nous avons dénoncé ça. Nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amadouba avait compromis les intérêts du trésor public et donc des Sénégalais au profit d'entreprises étrangères. Et nous savons tous que cela n'a pas été fait gratuitement. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat y a cru, j'ai dit parce qu'il le connaît. Je sais que si c'était moi, Ousmane ne va poser quand même parce qu'il saura que ce n'est pas vrai. Donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là qu'on a voulu en savoir un peu plus. Et certainement, l'histoire dira ce qu'il en a été un jour. Ces pratiques-là, qu'on a appelées remises gracieuses à l'époque, ont été perpétuées. Et cette année, j'ai dû discuter avec le député Guy Marius Sagna pour qu'il dépose une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire autour d'un redressement de 150 milliards qu'ils ont abandonné en ne prenant que 14 milliards. Au même moment, l'ONG Africano-Americana, si je ne me trompe pas de nom, dénombrait le nombre de morts à la Méditerranée à 6618. On abandonne 14 milliards pour 150 milliards. Et cette pratique-là a été inaugurée, entretenue par Amadouba. Donc cet homme-là, nous le savons très bien. L'expérience de gestion, ok, mais l'expérience d'Amadouba, personnellement, j'en veux pas. Je vous parle d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en coup bas, d'une expérience dans les malversations, les détournements. J'en veux pas. J'ai décidé, pendant 15 ans que j'ai été aux impôts, d'être un fonctionnaire orthodoxe, vertueux, sérieux et compétent au service de mes collègues dans le cadre de l'engagement syndical, où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de travail et de vie. Il y a encore plus grave nous concernant. Quand vous nous avez légué le projet de réforme du système de rémunération aux impôts, et qu'on a achevé la réforme et qu'il était question de transférer le projet au ministre du budget d'Allah Abdoulaye Diallo qui avait dit si vous entendez, si ça arrive ici, je vais signer. Amadouba n'était pas pour la réforme, mais il ne pouvait pas résister au syndicat et à la demande interne de la DGID. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit, je n'ai pas reçu. On l'a interpellé, il a dit, j'ai transmis. Sous notre pression, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une fausse lettre de transmission antidatée, numérotée, signée de sa main pour nous la donner. Quand on a vu les chiffres, la numérotation par rapport à des lettres antérieures qu'on avait échangées et à la date, on a su que ce n'était pas vrai. Et demander aux agents des impôts et domaines, à cette époque-là, à savoir en 2014, ils vous diront qu'on avait même attaqué ça dans
l'intranet de la DGID. Il y a encore pire, mais je m'en arrête là. Le projet pour lequel vous avez fait le choix, qui entre en droite ligne de votre logique politique. Vous n'avez jamais mis en avant votre propre personne. Au-delà de l'épisode du 7 janvier 2023, je me rappelle, quand on a reçu la JPS un jour et que les jeunes disaient que nous donnerions notre vie pour toi, vous lui avez dit non, personne ne va mourir, parce que si même je n'étais pas là, vous devez être en mesure de continuer le projet. Et il y a eu chaque fois d'autres épisodes où vous avez mis le projet en avant, vous êtes mis en retrait pour montrer à tous ceux qui gravitaient autour de l'organisation que l'important, ce n'est pas la personne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'important, ce n'est pas vous. L'important, ce n'est pas vous. Et si ça ne tenait qu'à ça, ces braves hommes et femmes qui sont aujourd'hui regroupés autour de la coalition Diomaye n'auraient pas continué le formidable travail qu'ils ont fait pour maintenir le bateau à flot pendant que nous étions empêchés, pendant qu'on nous avait mis toutes les restrictions à sa famille, qu'on nous a interdit de téléphoner pour parler de politique, pour citer mon frère. Ce projet-là ne doit pas accepter qu'autour de certaines questions, qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Les gens qui sont choqués, il y a deux candidats principalement, et ils font les choquer non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, nous devons être en mesure aujourd'hui de chercher les voies et moyens dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA, comme vous l'avez dit dans votre livre Vision, Solutions pour un Sénégal nouveau, qui sous-tendait aussi le projet. Mais aussi, quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui est le meilleur pour nous tous, on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce point extrêmement important de nos souverainetés et ce qui est particulièrement intéressant sur le financement de notre économie. C'est pour ça que dans le sillage de la proposition qui a été faite en 2019, on a repris cette proposition. Pour ce qui est de la vice-présidence, effectivement, vous l'avez rappelé, moi, c'est hier 14 mars que j'ai fait 11 mois jour pour jour à la prison en détention, parce que j'ai été kidnappé à la sortie de mon bureau à 22h illégale d'arrestation. Le 14 avril 2023. J'ai fait 11 mois jour pour jour. Et hier, 1 mois, 15 jours hier, ils sont venus me dire, bon, ok, maintenant on va réduire tes visites, mais tu ne pourras plus appeler pour parler de politique. Mais comment voulez-vous qu'un candidat à la présidentielle ne parle pas de politique quand il appelle au téléphone? J'ai un directeur de campagne, j'ai un mandataire auprès du Conseil constitutionnel, j'ai un autre représentant auprès du Conseil constitutionnel, j'ai un porte-parole, j'ai des leaders dans ma coalition, j'ai des leaders avec lesquels je dois entrer en contact pour étoffer ma coalition. Vous me dites que je ne parlerai pas de politique. Je parle de quoi alors? Non, si vous pouvez maintenant juste appeler la famille pour voir comment ils vont, on vous donne le téléphone, mais à défaut, on ne donne plus le téléphone. La seule option sur laquelle vous avez une maîtrise, c'est de ne pas vous donner le téléphone. Et si vous me donnez un téléphone, je parlerai de ce qui m'intéresse actuellement, et c'est ma candidature, et c'est l'activité politique, parce que je suis là pour des motifs politiques. Donc, il y a des points sur lesquels on n'a pas pu particulièrement, comme on l'avait fait en 2019, discuter à bâton rompu entre vous, le candidat que je suis, d'autres personnes et même les leaders, pour pouvoir les moduler comme on l'aurait souhaité. Mais sur le plan de l'idée générale, compte non tenu de toute contrainte qui peut intervenir ultérieurement ou dans le processus,
je pense qu'on est sur la même ligne directrice sur laquelle nous voguons depuis notre entrée en politique. Et c'est quelque chose que nous partageons, je crois que dans notre large majorité, avec les leaders qui sont de ce bord-là, qui sont d'autres bords politiques, et qui partagent le même idéal démocratique que nous, et le même idéal souverainiste que nous. J'ai entendu des gens dire que le poste de vice-président est taillé sur mesure pour le président Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont lu vraiment le programme? Parce que le programme dit que le vice-président que nous avons proposé doit être élu en tandem avec le président. Or, là, je ne parle pas que le président soit en tandem avec moi pour être élu. Donc, ça ne peut pas concerner le président quinquennat. Si ça devait entrer en vigueur dans le format proposé, il n'en sera ainsi qu'en 2029. Et dans ce cas-là, il serait le fruit de larges contestations. Parce que moi, je croise le dialogue quand il est franc, sincère, et quand il a un objectif à partir duquel on peut tirer quelque chose de consensuel pour être dans une dynamique progressiste pour ce pays-là. Alors, quand les deux politiques réussissent. Mais ce qu'il y a à comprendre, et ça, on n'attendra pas 2029 pour le faire. Dans le diagnostic de tous nos programmes, et cela a été ressorti en 2013, où nous n'étions pas encore en politique. Le projet de réforme, la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre 2013. En ce moment-là, je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF, parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le 4 janvier 2014. Donc, pendant que la CNRI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était pas encore en politique. Donc, ce constat-là, si 10 ans après, on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à y remédier, et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui m'intéresse. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui va être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement dans la Constitution de 2001 même procédait de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement, et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République. Ce qui n'a pas été fait. Donc, il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, s'il y a quelque chose qu'on aura à nous reprocher, en tant que président de la République, ce sera de nous délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. Mais je disais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est effectivement parce qu'il n'y a pas eu ces jugements qu'on n'a pas, qu'il y a des aspects que vous avez de victoire de pertinence, et pas des autres. Mais la logique reste qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, d'accomplir correctement ses missions, et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Je pense que ces 2 dernières années-là, l'essentiel de tout ce qu'on a connu au Sénégal est dû à des décisions de justice. On en est arrivé même, pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire, que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées. Parce qu'on était juste dans une logique d'adversité et de liquidation d'un adversaire politique, que le président qui est
le patron de l'exécutif et donc de l'administration a dit aux agents de l'administration de ne pas appliquer la décision de justice. Donc, ces faits-là doivent cesser. Et on rendrait un grand service à ce pays-là. On perd beaucoup de vies dans ce pays, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts, beaucoup d'énergie négative, et finalement, on est en train de compromettre ce qu'on a de plus sérieux, à savoir la cohésion nationale. Juste parce qu'on veut concentrer plus que ce qu'elle ne peut supporter en termes de pouvoir. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Et je m'engage à ça. Et j'ai lu beaucoup de programmes de candidats qui ne sont finalement pas été pris ou qui sont pris comme le cas de Edouard Habib et le président Cheikh Tidiane Dièye. Nous arrivons tous aux mêmes conclusions et à la même solution, fondamentalement.